Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Bienvenue en Ile-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à votre région et diffusé comme tous les jours sur le Figaro TV. Avec le soleil, les brocantes sont de retour à Paris et en Ile-de-France. L'occasion de poser la question, les modes de consommation des Franciliens ont-ils évolué ces dernières années? Pour en parler, trois invités, Gérald Barbier, Sylvain Bersinger et Cyril Hofstein. Je vous les présente dans un instant. Nous parlerons du théâtre de poche à Montparnasse, un théâtre qui fait un pari audacieux, celui de miser plutôt sur les auteurs plutôt que sur des stars et des vedettes, et le succès est au rendez-vous, vous verrez. Enfin, un 10 mars dans l'histoire, le 10 mars 1793 exactement, le tribunal révolutionnaire était créé. Le journaliste Geoffroy Caillet nous parlera de ce symbole de la Révolution française. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Si vous achetez souvent en seconde main ou que vous faites du recyclage, eh bien sachez-le, vous êtes loin, très loin même, d'être les seuls. Un choix souvent contraint, mais qui est aussi pour d'autres un véritable art de vivre. Trois invités autour de moi pour en parler. Cyril Hofstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour le Figaro Magazine, passionné entre autres par les brocantes. Vous les fréquentez depuis longtemps. Vous nous direz ce que vous avez pu observer ces dernières années. Gérald Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous nous parlerez de ce que perçoivent les commerçants. Et puis enfin avec nous à distance, Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous ce soir. Vous êtes chef économiste au sein du cabinet Asterès. Vous nous aiderez à objectiver ce phénomène grâce à vos études et à quelques chiffres. Chaque année en France, ce sont environ près de 50 000 brocantes et vide-greniers qui sont organisés. On a essayé avec la rédaction de trouver un chiffre. C'est le plus précis qu'on ait pu obtenir. Cyril Hofstein, je commence par vous. Les brocantes, ça ne date pas d'hier. Ça fait très longtemps que vous les observez. Quel est le public aujourd'hui qui fréquente les brocantes ? C'est un public extrêmement divers, pour plein de raisons. Et évidemment, fréquenté en premier lieu par ce qu'on appelle les chineurs. Les chineurs, ce sont tous ceux qui sont en quête de bonnes affaires. Mais en quête de bonnes affaires, ça ne veut pas forcément dire acheter quelque chose de pas cher, ça veut dire surtout trouver la perle rare. Parce que la plupart des gens qui fréquentent les brocantes, en réalité, sont des collectionneurs ou des marchands eux-mêmes, puisqu'il faut faire la différence très rapidement entre brocante, vide-grenier, salon d'antiquité, etc. Mais c'est pas la même chose. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. En fait, il faut faire... La principale différence, c'est au-delà de qui sont les acheteurs, qui sont les vendeurs. Dans tous ces salons, que ce soit donc les brocantes, les vide-greniers, les salons antiquaires, etc., il y a les vendeurs professionnels et il y a les vendeurs particuliers. Et au milieu de tout ça, l'acheteur, le chineur, essaye perpétuellement de trouver un équilibre entre le vendeur particulier et l'acheteur professionnel. Pourquoi ? Parce que ces deux modes de consommation et de l'antiquité qui sont très différents. Je m'explique. Le vendeur professionnel, antiquaire, brocanteur, adhérent ou non de syndicats professionnels, se fournit directement auprès des particuliers, dans les salles des ventes, dans le cadre de débarras, ou dans le cadre de salons d'antiquité professionnels, où seuls sont acceptés comme acheteurs des professionnels. Ça, c'est encore un monde parallèle à cet univers-là. Et lui, donc, il cherche à trouver des marchandises pour les collectionneurs et les acheteurs particuliers. Donc là, on parle des revendeurs. Et côté public, côté public, on voit de tout. On voit le marchand international, les étrangers, les Italiens, les Anglais, les Belges sont très présents dans les marchés français. On les salue d'ailleurs. On les salue, absolument. La Belgique, petite parenthèse, parce que les gens ne le savent pas, mais c'est l'un des pays où il y a le plus de collectionneurs. C'est un pays où la brocante est encore plus une institution qu'en France. Donc Tintin disait vrai. Donc Tintin disait vrai, Hergé disait vrai. Et effectivement, on cherche tous un peu les maquettes de Rackham le Rouge. Moi, je ne l'ai jamais trouvé encore. Mais bref, pour revenir sur le profil de l'acheteur, il est extrêmement varié. Il y a vraiment, en premier lieu, le marchand achetant au marchand. Ensuite, le collectionneur cherchant des choses extrêmement précises, qui peuvent aller de la médaille à la fève, en passant par les tableaux de maître et les meubles art déco. Aussi, il y a le promeneur. Le promeneur, c'est celui qui rentre, il a vu de la lumière, il va voir ce qui se passe. Mais c'est très marrant parce qu'il y a une véritable écologie, si j'ose dire, du monde de la brocante. Le matin très tôt, vous allez avoir les marchands professionnels et les collectionneurs. Ensuite, vous allez avoir les passionnés qui se lèvent tard, et après, vous allez avoir les badauds. Donc, c'est vraiment toutes sortes de gens. Il est évident que dans une brocante de grande qualité comme Chatou,
vous allez avoir assez peu de gens qui cherchent à acheter de la fripe ou des nounours ou des jeux de seconde main. Oui, bien sûr, c'est aussi des passionnés. Vous faites bien de le mentionner, d'ailleurs, la foire de Chartout, parce qu'elle a lieu en ce moment même. Absolument. Jusqu'au 16 mars prochain. C'est une foire biannuelle, elle réunit quoi, jusqu'à 30 000 environ 30 000 entre 25 et 40 000 personnes, oui, c'est énorme. Est-ce que ce monde de la brocante, qui dans l'imaginaire collectif est assez fort, qui encore aujourd'hui a du succès, est-ce qu'il subit la concurrence d'Internet, des ventes en ligne? Alors, concurrence, certainement au début, oui. Certainement, il y a 10, 15 ans, 20 ans, quand les sites marchands américains ont commencé à s'implanter en France, oui, il y a eu une vraie concurrence dans la mesure où ces sites-là ont aboli pendant un temps la distinction entre marchands professionnels et vendeurs particuliers. Oui, tout le monde pouvait se retrouver sur un pied d'égalité. Tout le monde était sur un pied d'égalité et effectivement, il y a un certain nombre de choses qui passent sur Internet et qui, du coup, sont soustraits au monde des marchands. C'est vrai. En même temps, aujourd'hui, rares sont les marchands qui n'ont pas une boutique en ligne et surtout, rares sont les marchands quand ils proposent aussi des ventes aux enchères, qui n'utilisent pas le site Interenchères de Drouot. Donc finalement, cette espèce de césure qu'il pouvait y avoir entre le monde du virtuel et la boutique ou le marché à ciel ouvert est en train de s'estomper puisque tout le monde vend sur Internet. Donc finalement, Internet est arrivé, ça a changé les pratiques, mais ça n'a pas tellement changé les façons de faire. Alors, ce que ça a changé, en réalité, c'est sur le nombre de boutiques. Ça a moins changé le monde des salons et des manifestations éphémères, les innombrables foires à la brocante qu'il y a en Ile-de-France et en France tous les week-ends. Ça n'a pas tellement changé, ça l'a même probablement un peu renforcé. En revanche, ça a tué, au sens propre comme au sens figuré, un très grand nombre de boutiques de brocanteurs et d'antiquaires en province, et même dans les rues de Paris, où ces gens-là ont mis la clé sous la porte. Mais c'est pas seulement aussi à cause d'Internet, c'est aussi à cause, ou en raison de, le vieillissement de la profession, qui est un vrai enjeu pour les syndicats, le syndicat principal de l'Antiquité brocante, qui essaye, lui, de donner une nouvelle vigueur à ce monde-là, et une vigueur qui est d'ailleurs très intéressante. On y reviendra peut-être du coup d'ailleurs au profil des antiquaires, mais vous parlez des commerces qui mettent la clé sous le paillasson. La liaison est toute faite avec vous, Gérald Barbier, vous êtes premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, je le disais. Côté commerçant, est-ce que effectivement ces dernières années, vous avez subi la concurrence d'Internet? Alors, il y a une mutation du commerce avec plusieurs facteurs. On a effectivement la concurrence, ça a été bien dit au niveau d'Internet, et principalement dans le milieu de l'Antiquité, on a vu beaucoup de magasins et de boutiques disparaître dans Paris. Après, il y a encore des grandes forces d'attractivité au niveau de l'Antiquité, à savoir les puces de Saint-Ouen et puis les puces de Vanves ou autres, mais qui souffrent actuellement pour différentes raisons. Vous l'avez dit, il y a Internet, mais ce n'est pas le seul facteur. Quels sont les autres facteurs? Alors, il y a une transition qui est toute faite avec le monde de la brocante. On voit de plus en plus de vide-greniers et donc un système d'achat entre consommateurs et consommateurs. C'est la seconde main. Et ça, c'est quelque chose qui est en très très grande augmentation. On a actuellement, on peut dire, des statistiques où 4 consommateurs sur 5 ont au moins déjà fait une vente dans ce sens-là. Alors pourquoi? Il y a plusieurs facteurs aussi. Il y a le facteur économique, se dire on va acheter moins cher, puis il y a le facteur écologique. Mais le facteur plus important est quand même celui du prix. Après, on a connu des crises que l'on connaît, la Covid qui a changé le comportement du consommateur, le télétravail notamment. Peut-être les gens ont appris aussi à vivre un peu plus chez eux, moins s'habiller en se disant j'ai peut-être pas besoin d'avoir 30 pullovers et puis je vais réduire ma consommation. Ça se voit également sur l'équipement de la personne. L'habillement subit une crise exceptionnelle et extraordinairement dangereuse. Mais est-ce que ça vous a obligé en tant que commerçant à revoir vos pratiques? Alors oui, il y a des pratiques à revoir. Je vous l'ai dit en entrée, le commerce est en mutation. La Chambre de commerce Paris et Île-de-France est là pour accompagner les commerçants à se transformer. Mais se transformer comment? Alors, se transformer comment? On l'a dit, monsieur l'a dit tout à l'heure, sur le numérique, le digital. On a encore
quelques commerçants qui ne se sont pas mis au digital. Or, se mettre au digital, au numérique, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément faire un site de vente, mais c'est être présent sur les réseaux, communiquer, fidéliser ses clients, donc travailler. Nous, on compte beaucoup sur la data et on forme les commerçants là-dessus de manière à ce qu'ils aient un fichier client opérationnel, mais c'est aussi un nouveau mode de travail. Et beaucoup de commerçants ne sont pas formés. Donc, on a des formations qui sont en place au niveau de la Chambre de commerce pour les aider à aller de l'avant. Après, il y a eu d'autres facteurs. Si on prend Paris, il y a eu la crise de Covid, mais on a eu beaucoup de crises avec les gilets jaunes qui ont fait un ralentissement énorme avec les manifestations. Le coût de l'énergie aussi, j'imagine. Alors, le coût de l'énergie, principalement pour certains secteurs, notamment principalement dans l'alimentaire, ça a touché beaucoup de boulangers. Il y a des petites boulangeries qui ont mis la clé sous la porte parce que l'énergie est devenue beaucoup trop chère. Les frigoristes, enfin tous ceux qui utilisent les réseaux froids, les restaurateurs, etc., les hôteliers. Donc le contexte est compliqué pour les petits commerçants. Le contexte est compliqué et difficile. Je vous ai dit plusieurs facteurs, des crises, moins d'attractivité, moins de facilité à venir sur Paris. Et on a aussi un déport sur la petite couronne que l'on n'avait pas avant. Vous parliez des habitudes de consommation, on parlait du seconde main. Je me tourne vers vous, Sylvain Bersinger. Vous êtes donc, je le rappelle, chef économiste au sein du cabinet Asterès. Est-ce que les Franciliens, effectivement, se tournent davantage aujourd'hui vers le seconde main par rapport à il y a quelques années ? Alors, c'est vrai que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est donc le choc inflationniste, vous en avez parlé, et la baisse du pouvoir d'achat en 2022. Alors maintenant, elle a légèrement rebondi, mais c'est vrai qu'on a eu une situation quand même très difficile en termes de pouvoir d'achat pour beaucoup de Français, et qui peut amener à se tourner vers la seconde main. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur le plateau, c'est vrai que là, depuis un an, à peu près un an et demi, on voit que la consommation repart, le pouvoir d'achat est légèrement reparti, mais on voit une grosse différence sectorielle, c'est-à-dire qu'en fait, la consommation est surtout repartie sur les services. Donc ça va être les sorties au restaurant, ça va être les voyages, le tourisme a très bien rebondi. Et par contre, sur les biens neufs, ici je parle pas des biens d'occasion de la seconde main, vous parliez du textile, et c'est vrai que les chiffres sont très mauvais sur le textile. Sur l'alimentaire, il reste mauvais. Donc en fait, on voit cette consommation qui commence à repartir. Alors c'est assez poussif, mais on le voit quand même. Mais c'est avant tout des services. Et sur la seconde main neuve, elle continue à en pâtir. Alors après, spécifiquement sur les Franciliens, c'est vrai que globalement, là je vous disais des tendances nationales, globalement, le pouvoir d'achat, la progression est un peu plus dynamique en Île-de-France, avec une sociologie qui est quand même différente, des ménages qui, en moyenne, sont quand même plus aisés. Mais c'est des tendances assez lourdes qu'on voit d'une désaffection des biens neufs à l'achat, au profit des services et au profit de la seconde main. Alors là, on parle du contexte d'inflation, de la difficulté à acheter tous ces biens. Je voudrais reprendre un chiffre, Sylvain Bersinger, si vous le voulez bien. Ce chiffre, c'est 62%. 62% des Français qui affirment être plus attentifs aujourd'hui à l'impact environnemental de ce qu'ils achètent. Chiffre issu d'une étude Obsoco-Citeo. Est-ce que, alors il y a l'inflation, le fait que les choses coûtent cher. Est-ce que la préoccupation environnementale, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par le consommateur ? Alors, je dirais oui et non, parce que en fait, quand il y a des sondages où on demande aux gens est-ce que vous vous préoccupez de l'impact environnemental, ils disent majoritairement oui, c'est pas à 100%, mais enfin majoritairement. Mais après, quand on regarde plutôt les faits, c'est-à-dire dans quelle mesure les gens mettent en adéquation je dirais leurs bonnes intentions avec des pratiques, et ben là c'est beaucoup plus nuancé. Et vous l'avez rapidement évoqué sur le plateau, le facteur prix reste très important. Donc je dirais oui, les gens sont attentifs à l'écologie, en tout cas ils ont envie de l'être. Mais après, ce qu'on constate dans les pratiques, c'est que les gens globalement regardent quand même leur portefeuille. Donc il y a un peu, je trouve, une dissonance entre ce que les gens disent qu'ils font ou qu'ils aimeraient faire, et en fait, je dirais la réalité quotidienne de leur comportement d'achat. Oui, et autour de moi, autour de cette table-là, je voyais mes deux autres invités, effectivement, hocher de la tête. Vous le constatez, ça, Gérald Barbier, cette dissonance entre d'un côté, on voudrait bien faire, on voudrait faire attention à l'écologie, mais concrètement, c'est compliqué. Il y a deux facteurs, il y a l'écologie et puis le Made in France aussi. On a un peu le même principe. Les gens ont envie de favoriser le Made in France, mais quelquefois, ils sont un peu bloqués parce que le produit il est un peu plus cher. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais il faut vraiment bien comparer. Et puis, je crois qu'on les incite à travailler de plus en plus local.
Et c'est quelque chose qui est important, mais le résultat n'est pas toujours là. Parmi ces consommateurs dont on parle, on trouve notamment Sabine. Sabine rencontrée à la ressourcerie créative dans le 14e arrondissement de Paris. Écoutez-la. Chacun y trouve son compte en fait. Il y a des gens qui viennent, qui sont vraiment hyper militants et qui viennent vraiment parce que c'est un geste pour la planète et qu'ils en ont vraiment conscience et qui sont hyper fiers de faire tous leurs cadeaux en seconde main. Et donc, ils l'affirment haut et fort, etc. Après, il y a, par la force des choses, des gens qui viennent ici parce que c'est très bon marché et que du coup, ils se retrouvent avec un vrai pouvoir d'achat. Un témoignage recueilli dans une ressourcerie. Donc, Cyril Hoffstein, on parlait des différents lieux d'achat de seconde main. Là, on est dans une ressourcerie. Il y a les foires professionnelles. Il y a aussi toutes ces brocantes qu'on trouve un peu partout en France. Là, c'est davantage grand public ou pas? Les vide-greniers, par exemple. Les vide-greniers, ah oui, c'est terriblement grand public. Pour l'anecdote, j'étais dans le sud du Tarn ce week-end et j'étais dans un vide-grenier local. C'est des plantes vertes, des pots de confiture, des jeux de société. C'est vraiment tout ce qui s'échange de ce qu'on ne veut plus et qui passe d'une main à l'autre. Et là, pour le coup, on est à la fois dans une démarche qui est tout à fait vertueuse et en même temps très limitée parce que on est dans l'échange d'objets du quotidien à 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est pas la ressourcerie, puisque j'entendais ce que disait la personne qui témoignait, là. Il n'y a pas de militance dans les vide-greniers. Il y a, vous croisez le chineur professionnel ou amateur éclairé en quête de la pièce rare pour sa collection ou sa boutique, virtuelle ou réelle, mais vous croisez aussi des gens qui cherchent des vêtements pour leurs enfants. Donc il y a vraiment de tout. Et on n'est pas sur des militants écolos qui cherchent à refaire le monde en essayant de refaire leur stock de vêtements. Il y en a sans doute, mais ce sont plus soit des passionnés de la brocante et qui sont là pour faire de la brocante pour la brocante. Il y a des gens qui cherchent, encore une fois, l'objet qu'ils n'ont pas dans leur collection. Alors, ça peut aller de la fève, en passant par le muselet de Champagne, jusqu'à la carte Pokémon à X milliers d'euros. Je me rappelle avoir acheté des cartes Pokémon moi-même à l'époque. Gardez-les précieusement, il paraît que c'est la marchandise du futur. Bref, on voit ces gens-là, mais on voit aussi des gens qui achètent des choses du quotidien, des couverts, beaucoup de vêtements d'enfants. Il n'y a pas qu'en France où il y a ce phénomène-là. C'est en Allemagne où c'est un sujet très important puisque il y a quelques temps une relative pénurie de vêtements d'enfants en Allemagne. Et donc une véritable course à l'achat de vêtements d'enfants de seconde main, à tel point qu'il y avait des Allemands, c'est pas anecdotique, qui venaient en France, dans les vide-greniers, acheter des vêtements de bébés en masse, quoi. Donc on est à la fois dans une démarche de passion, de passe-temps aussi pour un certain nombre de gens, retraités ou pas, mais on est aussi dans une démarche de consommation, pas d'urgence, mais en tout cas de nécessité. La militance en brocante, faut la chercher. Sylvain Bersinger, alors vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment est-ce que vous voyez les grandes tendances aujourd'hui d'évolution de la consommation? L'inflation aujourd'hui, en tout cas l'an dernier, elle s'est un peu calmée. On est repassé à 1,4% alors qu'on était quasiment à 12% en 2023. En même temps, on est dans un univers économique très instable, on le disait à l'instant. Est-ce que ça peut s'améliorer ou pas du tout? Comment est-ce que vous voyez les choses? S'améliorer, vous voulez dire en termes de pouvoir d'achat, j'imagine. Exactement. Ma question n'était pas très claire. Est-ce qu'on risque de récupérer du pouvoir d'achat? Évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Non, sur le pouvoir d'achat, les prévisions qu'on fait, c'est que il va probablement augmenter, mais très lentement. On va être sur une croissance 2025 en France autour de 1% si tout va bien. Donc oui, la croissance du pouvoir d'achat, elle va probablement être inférieure à 1%. Donc, et puis ça, c'est une moyenne nationale, donc c'est pas très perceptible. Donc, oui, vous nous disiez l'Île-de-France un peu plus dynamique. Les turbulences vont générer une crise économique, mais je pense qu'on va être sur une croissance du pouvoir d'achat assez faible. Je reviens vers vous, Gérald Barbier. Vous nous parlez des difficultés des commerçants, de la nécessité d'aller davantage sur Internet, notamment.
Est-ce que pour vous, 2025 représente quand même un petit peu une lueur d'espoir ou pas trop? Je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit. Nous, au niveau des analyses économiques que l'on fait à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, on espère 1%, mais on n'est pas du tout sûr d'y arriver en 2025, même sur la région. C'est vrai que la région Île-de-France est 32% du PIB. Bon, il y a avec un nombre d'habitants qui est quand même assez restreint par rapport aux autres, mais donc il y a un fort pouvoir d'achat. Elle est peut-être un peu plus favorisée, mais on n'est pas quand même extrêmement optimiste pour le développement du commerce cette année. Sur l'écologie, on en parlait tout à l'heure, vous nous disiez il y a un gros cap entre ce que le consommateur attend et ce que concrètement il peut se permettre. Est-ce que pour les commerçants, ce paradoxe, il est vrai aussi ? Le paradoxe On aimerait être davantage vertueux, oui, mais en fait, c'est compliqué, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est vrai qu'on sort d'une période de crise. Actuellement, on voit quand même beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, ou même qui ferment. On n'a jamais eu un taux de fermeture aussi fort sur l'Île-de-France. C'est lié aussi à un problème de remboursement du PGE, le prêt garanti par l'État, où certaines sociétés qui n'ont pas repris suffisamment de chiffre d'affaires ont du mal à rembourser leurs prêts et sont en grande difficulté. Alors, les investissements sont de fait un peu réduits. Bien sûr, tout le monde a envie d'aller vers de l'écologie à tous les niveaux, au niveau de toutes les normes, d'éclairage, de chauffage, etc. On a également des actions là-dessus pour les aider, et les aider à trouver également des fonds de temps en temps que l'on peut obtenir. Et c'est quelque chose qui est vertueux, sur lequel il faut aller, mais laissons un tout petit peu de temps qu'il y a quand même une bonne reprise pour l'ensemble des commerçants. Cyril Hofstein, je reviens vers vous, et l'univers des brocantes. Est-ce qu'aujourd'hui on brocante dans les vides-greniers ou même dans les foires, typiquement? Là, on parlait de la foire de Château. Est-ce qu'on peut encore trouver des perles rares? Bien sûr, bien sûr. Sinon, les gens ne se déplaceraient pas pour aller dans ces événements-là, bien sûr. Les exemples sont légion. Combien de fois, depuis ces 20 dernières années, il y a des peintures de grands maîtres qui ont été trouvées dans une brocante, bien sûr. Des fois, on découvre des pans de l'histoire. J'ai des connaissances qui s'intéressent beaucoup à l'histoire de France et qui ont trouvé des manuscrits de l'époque du Premier Empire qui apportent des éclairages très intéressants sur une bataille ou d'autres choses comme ça. Notamment, les collectionneurs de souvenirs historiques font des trouvailles qui sont parfois assez bouleversantes. Je me souviens de quelqu'un qui avait trouvé une clé du Struthof, quand même, du seul camp d'extermination sur le sol français. Donc une clé avec une petite étiquette racontant l'histoire, comment elle a été trouvée, etc. Quelqu'un d'autre qui avait trouvé des objets qui provenaient du Berghof d'Adolf Hitler. Tout ça bien documenté, raconté. Ça avait été trouvé par des soldats de la 2e DB. La famille n'ayant pas d'héritier, ça a été pris par quelqu'un qui vidait une maison et ça a été vendu comme ça. Donc oui, bien sûr, il y a des trouvailles tout le temps. Et je crois que tous les chineurs, quand ils vont dans une brocante, le matin, ils ont le cœur qui bat en disant « Qu'est-ce que je vais trouver ?» C'est toujours l'espoir. C'est toujours l'espoir. Je voulais juste revenir sur une chose aussi qui est importante à préciser pour les organisateurs de vide-greniers de brocante. En Île-de-France, la plupart du temps, il est précisé neuf et alimentaire interdit. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de volonté de restreindre la tentation de tomber sur la seconde main. La brocante, c'est la brocante. L'occasion, c'est l'occasion. C'est deux choses totalement différentes. Et le nombre de chineurs déçus qui arrivent dans un vide-grenier et qui ne voient que des vêtements neufs ou de la fausse occasion, ou là, vous savez, il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, ce sont les faux colis. De retour. C'est une tendance très forte qu'on voit sur les brocantes en ce moment. Il y a des stands qui vous proposent de vendre au poids, enfin d'acheter au poids plus exactement, des colis perdus par la poste. Bon, ils sont aussi perdus que vous et moi. Je pèse mes mots. Mais en tout cas, voilà, c'est totalement faux, c'est totalement bidon, c'est une véritable arnaque. Donc ça il y a une arnaque. Ah, c'est une arnaque totale. Donc les organisateurs sont très vigilants et on peut saluer quand même le travail que font les 4-5 organisateurs de salons en Île-de-France, d'essayer de faire au maximum le tri pour que la brocante reste la brocante et l'antiquité brocante
l'Antiquité brocante, si vous me permettez, c'est redite. Alors justement, Cyril, on en parlait tout à l'heure, le métier d'antiquaire, il est en train de changer. Il y a Internet, il y a les pratiques qui évoluent. C'est aussi un métier qui est en train de se rajeunir. Est-ce que la nouvelle génération a des attentes très différentes de celles qui l'a précédée? Des attentes différentes, je ne sais pas. Peut-être ils sont issus de plusieurs milieux. Il y a beaucoup de jeunes antiquaires qui sont eux-mêmes des enfants d'antiquaires ou de brocanteurs, qui effectivement trouvent leur épingle du jeu, soit par passion pour le métier, soit par une envie de faire un travail plus libre et plus proche de ce qu'ils aiment. Mais il y a une nouvelle génération qui est plus ouverte sur le monde, qui font les salons, qui sont sur Internet, notamment qui vendent énormément sur Instagram. Je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques années, mais en fait, ils ont des comptes Instagram sur lesquels ils montrent ce qu'ils ont acheté et leurs followers disent ça m'intéresse, etc. Ils sont beaucoup plus internationaux. Je trouve qu'ils sont très enthousiasmants parce qu'ils s'ouvrent aussi à des nouveaux débouchés de la collection. Pas les cartes Pokémon, c'est un vrai marché. Faut prendre ça très au sérieux. Je vous remercie. Non, mais c'est tellement sérieux qu'il y a quand même des vols de collections de cartes Pokémon qui s'échangent pour des prix largement supérieurs à celles de la peinture de maître. Non, c'est très étonnant, mais bon, ça fait partie de la collection. Mais en tout cas, non, ce sont des gens qui défrichent d'autres territoires de l'Antiquité brocante et qui s'intéressent à des périodes qui étaient un peu délaissées. J'en veux pour preuve de jeunes marchands qui se lancent dans des objets du 19e siècle ou de la peinture du 19e siècle, longtemps qualifiés de pompiers au profit de l'art contemporain, mais en tout cas ça revient. Vous savez, on trouve sur les brocantes les modes d'hier, les modes d'aujourd'hui et les modes de demain. Donc c'est pour ça que c'est une question de mode aussi. C'est très à la mode, bien sûr. Il y a 50 ans, la grande mode, c'était ce qu'on appelait la haute époque, le mobilier du 18e, 17e, 16e siècle, qui s'arrachait. Les armoires normandes de nos grands-parents, ça s'arrachait. Aujourd'hui, le prix est dérisoire. En revanche, l'art déco continue à flamber. L'art nouveau stagne un peu, notamment pour des raisons d'un grand nombre de circulations de copies, notamment sur la verrerie. Ça a un peu fait baisser la cote. Et puis, il y a aussi le goût des acheteurs étrangers. Les Japonais n'achètent plus la verrerie Art Nouveau comme ils l'achetaient avant. Donc tout ça change. Ça change, mais ça va très vite, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Et par exemple, on peut voir aujourd'hui des Chinois arpenter les brocantes en quête d'objets chinois. Et vous les voyez, ils ont 2, 3, 4 téléphones, ils sont devant un objet et ils parlent à Hong Kong, ils parlent à Pékin, ils parlent en Asie, parfois dans les pays d'Asie du Sud-Est, j'ai ça, combien t'en veux, est-ce que c'est bon, etc. La brocante, c'est aussi ça, c'est vraiment un univers, un écosystème très particulier qu'on croit connaître, mais en fait, on découvre à chaque fois. Et ça continue à être des surprises, même pour vous qui les connaissez bien. Oui, tout à fait. Gérald Barbier, quand on parle des antiquaires, du fait est-ce qu'aujourd'hui, les antiquaires, les recycleries, ça se développe beaucoup à Paris, en Ile-de-France? Non, pas beaucoup. À Paris, on a vu beaucoup de fermetures. Il y a quelques exemples encore de pôles. Il y a le village suisse qui remonte un peu. On essaye de les aider aussi parce que ce sont des spécialistes. L'intérêt d'avoir des antiquaires, ce sont des vrais professionnels, avec des gens qui conseillent. C'est l'ensemble du commerce, la valorisation du commerce de proximité, c'est ça. C'est des gens qui connaissent leur métier, qui sont là pour vous conseiller. Puis c'est un lien social. C'est quelque chose qui est fabuleux, donc il ne faut pas qu'on le perde. On est là, nous, pour le promouvoir, mais il faut que les gens le comprennent également, et le consommateur aussi. Je le trouve quelquefois responsable en disant « Ah, mais on n'a plus tel ou tel type de commerce, et que faites-vous à la chambre de commerce? On a moins de libraires ou autre. » Et quand vous questionnez les gens, finalement, souvent, moi je commande mes livres sur Amazon. Mais si vous allez chez un libraire, et souvent vous avez le conseil, il vous explique, je trouve, et puis il y a un vrai lien, il y a une confiance, il vous connaît, il peut bien vous conseiller. Donc, un message pour le consommateur, quand même, allez encore dans les commerces de proximité. Mais le monde des antiquaires est aujourd'hui plutôt en difficulté, si je vous comprends bien. Alors, à Paris, oui. Après, ce qu'a dit monsieur, je connais plus le commerce des puces, de la porte de Saint-Ouen, mais après, les commerces d'antiquité à Paris, il y en a
très peu, hein, on a perdu énormément. En revanche, ceux qui travaillent se mettent aussi au numérique, hein, donc vendent sur leurs produits par le canal du digital. Et ça, c'est quelque chose que l'on conseille sur l'ensemble des commerces. Mais par contre, parallèlement à ce que disait Cyril Hochstein, tout ce qui est, vous parliez des puces de Saint-Ouen, tout ce qui est brocante vide-grenier, ça continue à rencontrer du succès? Alors non, ils ont des difficultés actuellement, ils ont perdu beaucoup de touristes étrangers, notamment les Américains, qui ne venaient plus beaucoup, et actuellement ils continuent à souffrir. Pendant les Jeux Olympiques, ça n'a pas été une période du tout favorable pour eux, parce que la clientèle des JO n'était pas une clientèle d'acheteurs étrangers pour ce type de produits, et actuellement ça a du mal à remonter. Gérald Barbier, encore un mot, que vous êtes économiste. Est-ce que les commerces on a parlé de l'importance d'Internet, est-ce que les commerces de proximité, c'est quelque chose qui reste important pour les Français aujourd'hui? Oui, ça reste important, je pense, le point de vue un peu psychologique, l'attachement. Quand dans un village, les derniers commerces ferment, le dernier bar tabac, la dernière boulangerie ferme, c'est souvent un peu une déchirure. Donc je pense que en fait, on se rend compte, le numérique, bon, c'est très pratique, là je peux vous parler à distance, mais on se rend compte que les gens ont encore besoin d'un contact physique, d'un lieu où on se retrouve, d'avoir le boulanger avec qui on échange quelques considérations un peu banales sur la pluie et le beau temps. Donc je pense que les Français y sont attachés, mais après c'est vrai que dans tout un tas de secteurs, le commerce de proximité peut aussi être plus cher que ce qu'on trouve en ligne ou que ce qu'on trouve en grande surface. Donc peut-être que d'une certaine façon, on retrouve un petit peu ce qu'on disait sur l'écologie, c'est-à-dire que d'un côté, on aimerait aller faire ses courses chez des petits commerçants, mais ça prend plus de temps, c'est parfois plus cher. Et donc du coup, le consommateur opte parfois pour ce qui est le plus simple et le plus économique pour lui. Et on retombe sur ce même paradoxe. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois, d'ailleurs, Cyril Hochstein, Gérald Barbier et Sylvain Bersinger. Merci d'être venus faire un petit point avec nous sur là où en sont les brocantes, la seconde main, les habitudes de consommation des Franciliens. Merci à tous les trois. Merci. Allez, à présent, je vous emmène à la découverte d'un théâtre qui a décidé de miser sur les auteurs classiques plutôt que sur des grandes vedettes. Et le succès est au rendez-vous. Bonjour Stéphanie Tesson. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes la co-directrice du Théâtre de Poche avec Charlotte Rondelet. Votre théâtre est situé au fond... Vous allez me corriger dans un instant, votre théâtre est situé au fond d'une impasse, en tout cas, boulevard du Montparnasse, dans le 6e arrondissement. On voulait vous inviter, Stéphanie Tesson, parce que dans ce théâtre, vous avez une programmation particulière. Vos têtes d'affiche, ce ne sont pas vos acteurs, comme c'est souvent le cas, ce sont davantage les auteurs de vos pièces. Pourquoi ce choix ? Alors, ce sont les auteurs classiques. Notre père, Philippe Tesson, je dis notre père de manière un peu enfant de cœur, mais c'est parce qu'il a laissé une empreinte très forte, patriarcale, sur le théâtre de Poche, et sa vision, c'était d'en faire une sorte de bibliothèque vivante, de conservatoire de la pensée, avec un regard sur l'actualité qui serait commenté, critiqué, remis en question par les auteurs d'autrefois. Les auteurs, nos guides, les auteurs qui sont ce qu'on peut appeler les auteurs de répertoire. Alors, c'est un théâtre qui a une fameuse histoire, par ailleurs. Il a été écrit en 1942. Exactement. Il a connu énormément d'acteurs aux multiples talents. Il a vu défiler de très nombreux textes. Il a été racheté par votre père seulement vers les années 2000. En 2013 exactement, à la famille Bierry, qui était une vraie famille de comédiens traditionnels, comme on en faisait autrefois, avec une troupe un peu constituée, qui avait pour mission de révéler les auteurs de Montparnasse, notamment, mais les auteurs contemporains, les auteurs de l'après-guerre, Ionesco, Weingarten, Israël Horowitz, et j'en passe. Alors, le souhait de Philippe Tesson, de mon père, c'était de poursuivre sur l'idée d'une véritable activité de curiosité, mais en refédérant une famille d'artistes, c'est le cas, mais sa vision était peut-être imprégnée de ses années de journalisme, et il y avait un véritable dialogue avec le monde philosophique, politique, moral, artistique, polémiste. C'est ce qu'on essaye de maintenir. Et vous avez depuis repris du coup la suite de votre père. Alors, pour décrire un petit peu ce théâtre, il est assez particulier. Vous avez deux salles qui sont assez petites. Quand on est là en tant que spectateur, dans ces salles, on est quasiment nez à nez avec les actrices et les acteurs. Qu'est-ce que ça crée comme ambiance ?
et réciproquement, ça crée une merveilleuse fraternité, une espèce de complicité. Il n'y a plus le simulacre du quatrième mur, comme on dit, c'est cette espèce de grand voile qui sépare la scène de la salle et qui donne quelque chose d'un peu impressionnant, peut-être dans les deux sens d'ailleurs. Là, l'acteur joue comme dans un salon, on retrouve exactement peut-être la sensation de ce que Louis XIV modestement avait créé à Versailles quand il invitait Molière à jouer dans son salon. Il n'y avait pas de théâtre à l'époque, on jouait, on mettait des chaises et puis on se produisait en public comme ça. Dans un salon. Voilà, ça crée surtout cette chose merveilleuse qui s'appelle la liberté. Et en fait, les acteurs finissent même par en avoir assez d'être étriqués dans leur petit espace. Alors ils viennent s'asseoir sur les genoux des spectateurs, ils circulent au milieu d'eux. Et puis à la fin, il y a cette grande réunion dans le foyer qui est un lieu très convivial entre les artistes et les spectateurs. Et tout le monde se mélange dans un simple retour à la vie sociale, humaine. J'entendais tout à l'heure ce principe de la brocante que j'adore et qui est d'ailleurs un peu frère du théâtre, c'est-à-dire c'est les tréteaux, c'est les lieux de vie d'autrefois qu'on essaye aussi de perpétuer et que les gens adorent. Et ce lieu de vie, c'est la buvette qui se trouve, alors je ne sais pas si vous l'appelez comme ça. L'estaminet, parce que nous, on a un vocabulaire un peu médiéval, mais c'est un peu ça, c'est le foyer. Et qui se trouve quasiment à l'entrée du théâtre, en réalité. Au milieu, on ne peut pas l'éviter, c'est comme ça que les acteurs qui arrivent en retard croisent les spectateurs qui sont arrivés en avance, et puis qu'à la fin, tout le monde se retrouve maquillé ou pas pour faire un point sur la situation, les critiques fusent, tout le monde en prend pour son grade, mais de manière, vous étiez un très bon public ce soir, ou au contraire, c'était épouvantable. C'est les acteurs qui font la critique parfois des salles. C'est important ce lieu d'échange. Ah, c'est merveilleux. Ça dédramatise. C'est bien pour un théâtre de dédramatiser les choses. Ça ramène le théâtre dans le quotidien de la vie et ça en fait une joie saine, un divertissement utile, nécessaire. Et c'est ce que les gens viennent chercher. C'est un véritable lieu de vie. Voilà. Alors, parlons un petit peu de votre programmation. On parlait de votre particularité, à savoir le fait que vous présentez des textes classiques. C'est vraiment votre marque de fabrique. Depuis le 15 janvier, on peut notamment voir dans votre théâtre Les Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. C'est Jean-Paul Borde qui incarne l'empereur Adrien, cet empereur arrivé au dernier jour de son existence et qui réfléchit un petit peu sur sa vie. Jean-Paul Borde, il explique avoir été très ému en se plongeant dans ce texte. Oui, alors je ne vais pas me mettre à sa place parce qu'il le fait tellement bien. Il est très imprégné par cette histoire qui est l'histoire d'une fin de vie. Jean-Paul Borde est encore à l'âge de la maturité florissante, mais il a eu besoin à cette époque de sa vie de faire un point peut-être sur le passé et puis de se retourner avec intelligence sur cette grande partie de vie qu'on appelle l'enfance et la jeunesse, au moment où on entre dans un âge de réflexion. Et puis surtout, il y a chez l'empereur Adrien un véritable souhait de réconciliation des peuples, et c'est aussi cette mission pacifiste qu'il défend dans ce texte. Il dit cette phrase merveilleuse, il ne m'en voudra pas de la prononcer à sa place, je me sentais responsable de la beauté du monde. Et il y avait un véritable programme utopiste qui pourrait rejoindre les intentions de certains politiques aujourd'hui, qu'il essaye de porter à la scène, aussi dans le sillage de cette mission journalistique que Philippe Tesson avait imprimée aux poches, une réflexion sur le monde, sur son évolution et sur les éventuelles améliorations, ce qu'on appelle le progrès. Mais on oublie qu'il a aussi une dimension humaniste, le progrès. Mais comment on pourrait améliorer l'homme et non pas le monde? Voilà. Je vous propose de regarder un extrait de cette pièce, des Mémoires d'Adrien. On revient juste après. Me semble à peine essentiel d'avoir été empereur. Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Trop de routes ne mènent nulle part. Le monde dont j'avais hérité ressemblait à un homme dans la force de l'âge, mais qui venait de passer par les convulsions d'une maladie grave. J'avais tenu à faire de Jérusalem une ville comme les autres, où plusieurs races et plusieurs cultes pourraient exister en paix. J'oubliais trop que dans tout combat entre le fanatisme et le sens commun, ce dernier a rarement le dessus.
Je voulais que les villes fussent splendides, que le plus humble des voyageurs pût errer d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger. Je me sentais responsable de la beauté du monde. La paix était mon but. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. C'était donc un extrait des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar qui se joue donc au théâtre de Poche avec Jean-Paul Borde. Quelle voix extraordinaire. On entendait la voix de Jean-Paul Borde donc, qui est sur scène, qui incarne l'empereur Adrien. Rien qu'à voir cette bande-annonce, on frissonne déjà, on est déjà pris de l'ambiance. Et il faut le rappeler, on est dans une toute petite salle. Minuscule, une crypte qui va très bien avec ce texte. C'est la force de ce Poche, c'est cette adéquation entre un texte, un auteur et un lieu, et le public ne s'y méprend pas, il vient voir des curiosités, il y a quelque chose d'un peu mystique, d'un peu religieux dans cette équation. Bon, la grande salle est plus traditionnelle, et elle présente des pièces sous un format plus classique, mais cette petite salle à laquelle on est très attaché, c'est la salle des cabarets, c'est la salle... On a même des bancs pour s'asseoir. Des banquettes. Des banquettes. Des banquettes pas classiques. Tout de même. Voilà. Non, mais on a cette proximité avec l'acteur, et c'est un privilège merveilleux que les spectateurs apprécient énormément. C'est ce lien en direct, c'est charnel, c'est sensuel, c'est fort. Surtout quand on entre chez un empereur revisité par Marguerite Yourcenar. Voilà, je ne vous invite qu'à venir faire l'expérience. C'est une expérience, on parle beaucoup d'immersivité, mais alors là... On est dedans. On n'est pas dans le concept, on est dans la vérité. Alors parlons un peu du reste de votre programmation, Stéphanie Tesson, parce que là on parle des Mémoires d'Adrien, mais il y a aussi Candide ou l'optimiste de Voltaire. Alors on est dans une période particulièrement sombre, où tout le monde passe son temps à s'injurier, on s'inquiète pour l'avenir, et vous nous proposez de parler d'optimisme. Oui, mais vous n'avez pas vu Candide. La conclusion n'est pas... L'ironie est peut-être l'arme favorite de Voltaire, et j'apprendrai pas au Figaro ce que c'est que l'esprit critique. Voilà, Voltaire étant un petit cousin de Beaumarchais, mais on est comme ça sur cette remise en question des visions du monde les plus utopistes, encore une fois. C'est un théâtre qui a encore une fois une véritable vertu politique, dans le sens où la politique est l'affaire du peuple, de la cité. C'est très à l'ancienne, c'est très à la grecque. Finalement, il n'y a rien de plus moderne. On interroge ensemble des concepts et on remet en question, on triture les préjugés. Et l'optimisme en prend pour son grade, chez Candide. Et en revanche, il reste une très jolie formule qui est « cultivons notre jardin », qui est très à la mode aussi, parce que ça rejoint les préceptes écologiques. Mais enfin, je vous invite aussi à le voir pour affiner votre vision de l'optimisme. Il y a encore plein d'autres choses. Alexandre Dumas, notamment, on pourra aussi voir dans les prochains mois un seul en scène d'un économiste, Jean-Marc Daniel. Oui. Alors c'est un seul en scène, mais ce n'est pas vraiment une comédie. Alors il commence ce soir, et pour une série, Jean-Marc Daniel est un habitué de la maison. C'est une petite troupe, le Poche. En général, on retrouve toujours les acteurs fidèles de la maison. Et Jean-Marc Daniel est un économiste à sa façon, très théâtral, un peu falstaffien, comme le disait Philippe Tesson, c'est un ami aussi de notre père. Et il est très amusant parce que lui aussi bouleverse un peu les poncifs et les façons un peu conventionnelles, les conformismes, dans sa façon très irrévérencieuse de considérer l'économie. Et pas toujours très politiquement correct. Et puis la sortie de citations, il commence par Jean-Jacques Rousseau, il va chez Churchill, il va chercher un peu partout, et en s'appuyant sur les grands auteurs, encore une fois, pour étayer sa réflexion, qui est aussi empreinte de cet amusement sur les grandes convictions et les grandes vérités qui font les erreurs de ce monde. Et Stéphanie Tesson, vous parliez de votre père qui a racheté ce théâtre, de votre frère Sylvain Tesson, vous-même, vous faites encore de la mise en scène. Est-ce que pour vous, le théâtre, c'est une affaire de famille aussi ? Oui,
totalement. C'est une affaire de famille, et dans la mesure où je vous dis que ça repose beaucoup sur l'idée de la tradition et de la fidélité, le théâtre de poche. Mais je crois que le théâtre est passionnément transmissible. C'est quand on est tombé dedans dans l'enfance, on ne le sépare pas de la vie quotidienne d'ailleurs. La vie est un grand théâtre, ça désinhibe totalement, et c'est ce que les spectateurs ressentent très fort aux poches. Eux-mêmes participent de cette... On a en ce moment un très joli spectacle qui vient de commencer. C'est la dernière conférence de presse de Viviane Lee, jouée par Caroline Siol, sur cette actrice qui avait été l'interprète de Scarlett O'Hara. Dans Autant n'emporte le vent. Exactement. Et on commence le spectacle en disant aux spectateurs, mais vous êtes les journalistes, donc vous avez un rôle à jouer puisque vous êtes en train d'interroger une star. C'est la dernière fois qu'elle paraît sur scène. Donc le public est tellement constamment pris à partie. Lui aussi fait partie de cette affaire de famille. La famille est large et toute l'équipe du théâtre de poche, toute la troupe, tous ceux qui y travaillent et ceux qui viennent maintenant en fidèles sont inclus dans cette grande famille. Voilà, dans le sens où la famille, c'est une communauté d'esprit et d'âme et de cœur. Ça donne envie, en tout cas, d'aller au théâtre. Quand on vous écoute, on n'a qu'une envie, c'est de filer au théâtre de poche. Merci beaucoup, Stéphanie Tesson. Je rappelle que vous êtes la directrice du théâtre de poche. Merci d'être venue nous en parler, de nous parler de votre programmation. On peut bien sûr retrouver tout ça, j'imagine, sur Internet, et puis en se rendant directement à votre théâtre. Surtout. C'est un art vivant, donc évitez Internet, venez-y les yeux fermés. En se rendant à l'Estaminet. Et vous trouverez de quoi vous satisfaire. Eh bien, merci beaucoup. Je vous emmène à présent découvrir l'une des pages de l'histoire, mais l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire de France. Et pour en parler, Geoffroy Caillé avec nous, bonjour. Bonjour Alban. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire. Alors, on en parle parce que c'était un 10 mars. Le 10 mars 1793 exactement, la Convention nationale crée par décret une nouvelle institution à Paris, le tribunal révolutionnaire, sur l'île de la Cité. Un tribunal placé sous le signe de l'arbitraire, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez nous en parler. Il est resté, ce tribunal, dans l'histoire comme le symbole du caractère sanglant de la Révolution française. Comment est-ce qu'il est né à l'origine, ce fameux tribunal ? Alors, il naît 2 mois après l'exécution de Louis XVI, à travers la personne de Danton, qui propose le 9 mars la création d'un tribunal criminel extraordinaire chargé de juger les conspirateurs, donc les ennemis de la Révolution, sans possibilité d'appel ni de recours en cassation. Donc ça, c'est sa caractéristique principale. Et l'argument de Danton est tout entier contenu dans la phrase qu'il prononce « Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être ». Oui, au moins c'est clair. Oui, c'est une phrase qui vraiment allait tenir effectivement ses promesses. Le lendemain 10 mars est mis en place ce tribunal dans la grande chambre du Parlement. Le Parlement de Paris, c'était la grande cour de justice d'appel, justement. Donc c'est assez ironique, puisque le tribunal révolutionnaire, il n'y a pas d'appel. Le Parlement de Paris a fermé ses portes en 1790. Il est donc vacant. Et dans sa grande chambre, qui remonte au Moyen-Âge, qui remonte au palais de la Cité de Saint-Louis, on crée le tribunal révolutionnaire. C'est un tribunal dont juges et jurés sont nommés par la Convention. Donc, inutile de dire très rapidement qu'ils sont aux ordres du pouvoir. L'arbitraire total. Voilà, et la procédure du tribunal est simplifiée. Les séances sont publiques et elles ont lieu devant un parterre. On le voit très bien sur l'estampe qui apparaît à l'écran. Elles ont lieu devant un parterre de gens désœuvrés, souvent des femmes qui reçoivent des secours de la Convention, donc qui sont un peu priées d'assister à ce qui se passe, et qui passent le temps en tricotant, d'où leur surnom de tricoteuses. C'est l'emblème qui va rester. Est-ce que ce tribunal a été, dès son commencement, ce qu'on pourrait, appelons ça une machine à tuer, enfin, quelque chose de très sanglant ? Alors, elle l'a été, mais pas au départ. Au tout départ, dans les premiers mois de 1793, en fait, les accusés conservent le droit de se faire représenter par un avocat et aussi celui de citer des témoins à décharge. Donc, ils ont une accusation à charge, mais eux peuvent produire des témoins à décharge. Jusqu'au début de juin 1794, c'est-à-dire un peu plus d'1 an, le tribunal révolutionnaire prononce 1200 condamnations à la peine capitale sur près de 2300 prévenus jugés, c'est-à-dire un peu plus de la moitié. Mais, comme je vous le disais, à cette époque, il reste encore aux accusés une petite chance de sauver leur tête. Ce ne sera plus du tout le cas, en revanche, pendant les dernières semaines de la Terreur. Parce qu'effectivement, la sévérité du tribunal augmente à mesure que la Révolution se radicalise. Pourquoi ? Parce que juges et jurés, je le disais tout à l'heure, sont dans la main du gouvernement. Et donc, celui-ci peut très bien s'arranger pour que les uns et les autres passent du banc des juges à celui des accusés. Donc, oui, donc les jurés ont de moins en moins de latitude, en réalité. Ils ont de moins en moins de latitude et ils font très attention au verdict qu'ils prononcent. Alors, la latitude, ils en disposent quand les accusés sont là pour de petits larcins, en tout cas pour des accusations légères.
un cultivateur, un petit bourgeois qui aurait assisté à la messe d'un prêtre réfractaire, par exemple, un ivrogne qui a été arrêté pour avoir chanté un couplet royaliste, un malheureux qui a été dénoncé par un voisin, puisque vous savez que c'est l'époque, malheureusement, des dénonciations arbitraires, et il suffit d'être dénoncé par qui que ce soit pour finir au tribunal révolutionnaire. Oui, ça donne un peu une idée de l'ambiance. Effectivement. Alors quand le tribunal est politique, en revanche, alors là, c'est complètement autre chose. L'issue ne fait absolument aucun débat. Les ennemis de la Révolution, qui sont souvent ses anciens amis, doivent mourir. Et Robespierre avait fait remarquer justement qu'au moment du procès du roi, il était absurde d'envisager que le roi pût être acquitté. Parce qu'il disait, et cette argumentation résume toute la Révolution, s'il est acquitté, c'est qu'il est innocent des crimes qu'on lui impute. Et donc s'il est innocent, c'est la Révolution qui est coupable. Or, le principe, c'est que la Révolution ne peut être mise en accusation. Absolument implacable. Donc dès lors, les accusés vont défiler et vont être condamnés par le tribunal révolutionnaire. Les plus célèbres, les Girondins, le maire de Paris, Bailly, Madame Roland, la reine Marie-Antoinette, évidemment, Olympe de Gouges, Philippe Égalité, Camille Desmoulins, qu'on voit au centre des représentations qui apparaissent à l'écran. Tout cela l'ont payé de leur vie sans vraiment avoir été jugés. Alors quand il le fallait, en plus, on mobilisait de faux témoins et de fausses preuves. Et le cas le plus triste et le plus connu, c'est celui du conventionnel Hébert, qui, pour exciter la foule contre Marie-Antoinette, laquelle lui était pourtant en partie favorable, se mit à l'accuser d'inceste contre la personne du dauphin. Alors il y a un personnage en particulier, Geoffroy, qui a marqué l'histoire de ce tribunal révolutionnaire, l'histoire sanglante, on l'a bien compris, c'est le célèbre et non moins terrible Fouquier-Tinville. Oui, ça a été le maître absolu de ce tribunal. La première qualité de Fouquier-Tinville aux yeux du tribunal, c'est que c'était un parfait ordonnateur, un parfait exécuteur de ce qu'on lui demandait. Et donc il était tatillon, procédurier. Le fond des choses ne l'intéressait absolument pas. Il fallait que les formes fussent respectées. Voilà la seule chose qui le préoccupait. Et donc quand Danton, qui avait été à l'origine de ce tribunal, s'est trouvé accusé à son tour par le jeu des circonstances et le reclassement toujours plus à gauche de la Révolution, Fouquier-Tinville n'a pas su quoi faire, il a demandé des ordres à Robespierre. Robespierre n'attendait que ça pour, lui qui déplorait la trop grande clémence du tribunal jusque-là, pour piéger Danton. Il fait voter un décret qui l'exclut de son propre procès, des propres débats de son procès, et puis il fait voter le 10 juin 1794 une nouvelle procédure, plus d'instructions préalables, plus d'avocats, plus de témoins et une seule alternative, l'acquittement ou la mort. Donc vous en ressortiez libre ou vous en ressortiez pour aller à la guillotine. Et là, la cadence s'accélère de façon dramatique. On voit encore Fouquier-Tinville à son bureau. Après la promulgation de cette loi de juin 1794, le nombre des victimes double. 1409 victimes en 7 semaines seulement. Et encore, la plus grosse fournée est à venir, c'est celle des robespierristes au mois de juillet, au plus fort de la terreur, qui passent à leur tour sur l'échafaud, sachant que, évidemment, ce seront les derniers pour ce qui concerne vraiment des acteurs proprement dit de la Révolution. Et ils périssent finalement dans le sang qu'ils ont contribué à répandre. Donc 1409 personnes exécutées en 7 semaines. 7 semaines, oui. Et voilà de quoi réfléchir quand on reparle et quand on repense de la Révolution française et de sa glorieuse destinée. Exactement. Geoffroy Caillet, comment a fini ce tribunal révolutionnaire ? Alors, il ne s'arrête pas juste à la mort de Robespierre, il reste encore près d'1 an en service jusqu'en mai 1795. Et alors là, par l'opération du Saint-Esprit, il ne condamne plus, il acquitte. Et qui acquitte ? Eh bien, Fouquier-Tinville, dans les mêmes fonctions. Il passe de grand ordonnateur à la peine capitale à, on dirait peut-être acquittator aujourd'hui. Il se met à acquitter, mais alors... L'histoire est ironique. L'histoire est ironique, et c'est toujours la même chose. Le 7 mai 1795, le voilà à son tour mis en accusation devant son tribunal révolutionnaire, et il se présente à ce moment-là comme un simple exécutant des basses œuvres de la Révolution. Il dit cette phrase terrible: « J'étais la hache de la Révolution, punit-on une hache ?» Oui, là encore, rien n'a changé. Il se présente comme un rouage, d'autres l'ont fait, les Khmers rouges l'ont fait à leur époque, beaucoup plus proches de nous, etc. Il finit donc par monter sur l'échafaud avec 15 autres membres du tribunal révolutionnaire. 3 semaines plus tard, le 31 mai 1795, enfin, le tribunal révolutionnaire est dissous. En 2 ans, il a fait 2639 victimes. Alors pour les passionnés d'histoire, Geoffroy, est-ce qu'il reste quelque chose de visible à Paris de ce tribunal révolutionnaire ? Oui, en fait, la salle du tribunal existe encore, on la voit à l'écran. Alors après l'incendie de la Commune, par la Commune en 1871, la salle a été rebâtie, mais dans son décor d'origine. Et en tout cas, elle est au même emplacement.
sur l'île de la Cité. Alors, au XIXe siècle, le palais de la Cité est devenu le palais de justice de Paris, et la salle du tribunal révolutionnaire en particulier est devenue la première chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, lequel, vous le savez, a déménagé depuis dans le 17e arrondissement. Mais le meilleur moyen d'accéder, en tout cas d'approcher, parce que la salle n'est pas habituellement visitable, la salle du tribunal révolutionnaire, c'est de visiter la conciergerie. On voit à l'extérieur, sous nos yeux, de la conciergerie, et la conciergerie se visite par le côté palais de justice. On arrive jusque dans la salle des gardes, qui était en fait l'antichambre du tribunal. Et de l'extérieur, vous l'avez sous les yeux, entre la tour César et la tour d'Argent, une vue bien connue du quai de l'Horloge. Au premier étage, vous avez le tribunal révolutionnaire. C'est à cet emplacement-là qu'ont été jugés, notamment Marie-Antoinette enfermée à la conciergerie, et quantité d'autres personnalités de la Révolution. Eh bien, merci beaucoup Geoffroy Caillet pour cette page sanglante de France, l'histoire du tribunal révolutionnaire de Paris. Geoffroy Caillet, rédacteur en chef au Figaro Histoire. Dernier numéro d'ailleurs du Figaro hors série, c'est sur l'histoire aussi, mais sur un tout autre épisode pour le coup. Oui, là, un numéro qui sort sur mai 1945, la fin de la guerre, et la chute d'Hitler, la fin de la guerre, c'est année charnière pour le monde, 1945. Eh bien, merci beaucoup. On peut évidemment retrouver ça en kiosque. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui était en charge de la préparation de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. Très bonne soirée, à bientôt.